Donc, bienvenue à tous au deuxième webinaire de la RT Bourgogne-Franche-Comté. On va revenir sur qui sont les animateurs de cette ART et qu'est-ce que c'est qu'une ART. Mais le webinaire est dédié à l'observation des climats urbains, à la fois par le prisme des surfaces continentales et de l'atmosphère. Voilà. Euh, on va revenir sur le programme, tout ça, tout ça. Euh, Alors, si j'arrive à changer de slide, voilà. Donc, je vais vous présenter rapidement DataTerra qui propose cette animation régionale thématique. Alors, attendez, je fais des bêtises. Je viens de me rendre compte que j'ai peut-être pas lancé l'enregistrement. Si, c'est bon, Si, c'est l'enregistrement, bon, il est pardon. lancé. Ok, d'accord. Euh, Donc, DataTerra, c'est une e-infrastructure de recherche qui regroupe 5 pôles de données. Donc l'atmosphère, les terres solides, l'océan, les surfaces continentales et la biodiversité pour offrir un ensemble de services pour rendre les données faire interopérables et interdisciplinaires à tous les niveaux. Donc en travaillant sur l'accès aux données, sur la production régulière de données, l'analyse, le traitement à la demande et des services aux utilisateurs, parmi lesquels finalement cette animation régionale thématique est une petite partie. Dans DataTerra, il y a aussi un dispositif transversal d'accès aux données satellites à très haute résolution spatiale. Et puis aussi très récemment, un entrepôt de données de longue traîne pour permettre un autre support à la recherche pour entreposer des données de manière faire et durable. Voilà, donc on peut revenir un peu rapidement sur l'ensemble du spectre de DataTerra, donc la biodiversité avec les inventaires de biodiversité végétale et animale, les terres solides avec les déformations des sols, les risques telluriques et des sous-sols, les surfaces continentales avec l'occupation des terres, le suivi de l'eau, de la cryosphère, de la végétation, des sols, des écosystèmes et la santé, l'atmosphère avec la qualité de l'air, le panache de fumée, les émissions de carbone ou les océans avec les traits de côte, les fonds marins et la qualité de l'eau. Les animations régionales thématiques, donc, qui étaient un service qui a été développé au sein de TEIA, sont depuis 2023 se déploient à l'échelle de DataTerra. Alors, bon, mon PowerPoint ne marche pas bien, mais les animations, elles regroupent des structures publiques et privées qui ont un intérêt pour la collecte, le traitement, l'interprétation des données environnementales dans une région spécifique, avec trois objectifs: animer les échanges entre les communautés scientifiques et les acteurs de la gestion du territoire autour des données, mailler le territoire de lieux de forum et d'échange en associant les réseaux professionnels et thématiques, mais donc d'échanges entre les producteurs de données et les utilisateurs, et participer à un effort de formation, notamment sur des produits à valeur ajoutée, des services développés dans les pôles thématiques. Et l'idée, c'est de rassembler les scientifiques impliqués dans la production de données et de services pour l'environnement, les acteurs publics impliqués dans la gestion et le suivi des territoires, et tous les utilisateurs publics et privés des données dans les régions, bon, pour faire différents types d'activités comme informer sur les données et les services disponibles, comme ce webinaire ce matin, partager des retours et des besoins utilisateurs, ce qui sera, il y aura peut-être dans la discussion, définir des formations ad hoc et des développements adaptés, et puis voir le développement de produits vraiment spécifiques adaptés en coportés par les scientifiques et les utilisateurs. Donc, il y a une dizaine d'ART aujourd'hui, dont la Bourgogne-Franche-Comté est une des plus récentes à s'être mise en place. Et les engagements de DataTerra, c'est vraiment un soutien spécifique comme à l'organisation de ce webinaire, la mobilisation de l'expertise scientifique DataTerra, la liaison avec les dispositifs nationaux comme les ateliers de la donnée, la FIGEO, Connect, BACNES, ApplySat,
les liaisons avec les réseaux thématiques associés au pôle et les liens renforcés avec les différents groupes de travail au sein de Dataterra, notamment information et communication. Donc j'ai mis quelques exemples d'activités au-delà de ce webinaire. Donc, un très gros atelier thématique a été sur le littoral qui a eu lieu en avril en Bretagne. Un atelier qui a eu lieu la semaine dernière à Montpellier où il y avait une journée de présentation, mais aussi une journée entière de formation des utilisateurs à certains algorithmes. Quelques exemples de produits régionaux co-développés. Voilà, et des rendez-vous, notamment les Geodata Days en septembre à Nantes. Je vais aller très vite sur TEIA, donc, qui est le pôle des données et services pour les surfaces continentales de Dataterra, donc qui a un peu les mêmes objectifs que ceux que j'ai présentés précédemment, d'utilisation des données, de développement de produits à valeur ajoutée, de services innovants, de mettre en réseau les acteurs et de participer à la formation scientifique, méthodologique et technique des communautés avec des centres de données, d'observation et de services à Toulouse, à Montpellier, à Strasbourg et à Grenoble, des 5 grands centres d'expertise scientifique sur lesquels je vais revenir et un dispositif d'animation régionale thématique comme celui qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, ces fameux 5 grands centres d'expertise scientifique, c'est l'imagerie et la radiométrie, la cryosphère, les eaux continentales, mais aussi les interfaces, donc aussi les zones littorales, végétation, sol et agrosystème et occupation des terres. Donc, en fait, c'est les 5 grands thèmes qui permettent aux communautés de se structurer et dans lesquels on va travailler sur un service aux données de gestion, de stockage des données produites, la production de produits, la mise en place de ressources de calcul et de services de traitement, un catalogage et une diffusion et une visualisation. Voilà. Comme on a déjà un peu parlé de TEIA lors du premier webinaire le 24 mars, je vais laisser plutôt la parole au pôle Iris qui s'est joint à nous pour le webinaire d'aujourd'hui et Marina va vous présenter le pôle Iris. Alors, le pôle Aéris, c'est le pôle de données de service pour l'atmosphère de Dataterra. On a pour objectif de fournir à la communauté scientifique des services et des outils performants pour collecter, traiter, distribuer les données atmosphériques. On traite différentes données atmosphériques dans Aéris. Nous avons par exemple données aéroportées issues de campagnes avions ou ballons, des données satellites, des données sol et des données issues de banques de données de laboratoire. Et toutes ces données, vous pouvez les retrouver dans notre catalogue. Nous avons également différents services aux données. C'est la slide d'après. Si tu peux passer la slide. Ouais. Donc, en plus de notre catalogue de données pour la valorisation des données scientifiques, nous avons également un service de support aux campagnes qui est très demandé, qui comprend la création d'un site WordPress dédié à la campagne, un catalogue de métadonnées, un espace de dépôt et plusieurs outils de visualisation, comme vous voyez ici sur l'exemple. Et nous avons également des services de développement et d'exploitation de chaînes de traitement, des outils d'extraction de données satellitaires et plus récemment un service d'accompagnement à la rédaction du plan de gestion de données pour les scientifiques. Et, euh, et nous avons également un appel à projet ouvert en continu où vous pouvez déposer vos demandes de services ou vos demandes pour accéder à telle donnée atmosphérique qui est ouvert en continu. Euh, voilà, vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site web qui était dans la slide précédente. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions, je pourrais vous répondre dans le chat. Bon, et donc maintenant, on va passer à qui sont les organisateurs les animateurs de la RT Bourgogne-Franche-Comté. Bon, je vais demander à Franck du coup de faire la présentation, Franck et Julien de faire la fin de la présentation. Oui, bonjour à tous, Franck Grossieur de l'Agence régionale de la biodiversité Bourgogne-Franche-Comté.
Donc oui, comme le disait Isabelle, l'ART en Bourgogne-Franche-Comté est toute récente. Hein, elle a véritablement démarré avec sur la partie information, avec un webinaire en mars de 2024. Et donc, elle est portée en lien avec Dataterra, donc par trois entités, IDEO BFC de l'ARNIA, le Cigogne de l'Agence régionale de la biodiversité, et puis Data UBFC. Et donc, on est donc en lien avec des laboratoires universitaires de la région. Et notre activité donc démarre vraiment sur la partie information, hein, comme je disais, avec une série de webinaires. Donc là, aujourd'hui, c'est le deuxième. Et puis, je vais vous présenter un tout petit peu plus les différents acteurs, enfin les deux premiers, puis je passerai la parole à Julien pour le troisième. Ouais, tu peux passer la diapo suivante. Voilà, donc IDEO. Ah, voilà, IDEO-BFC, donc c'est la mission régionale données et connaissances qui est portée par l'Agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle. Elle a ses actions, elle porte sur quatre grandes thématiques, hein, donc pour faciliter la circulation, l'accès aux données et informations. Elle vise aussi à proposer des outils mutualisés donc pour la diffusion, le partage, l'exploitation des données, de rendre ces données exploitables et interopérables pour améliorer leur qualité. Et puis, il y a bien entendu toute une partie de formation, d'accompagnement, de sensibilisation, et puis tout ce qui est la partie réseautage. Et la IDEO fait partie du réseau des CRIG, hein, donc des plateformes régionales d'information géographique. Et puis, je vais vous présenter la deuxième entité. Donc, merci, la diapo suivante. Donc, le Cigogne, la plateforme de géoservices pour la biodiversité, donc sur la région Bourgogne-Franche-Comté, donc qui est portée par l'Agence régionale de la biodiversité et qui vise donc à rendre accessibles toutes les informations sur la biodiversité. Elle est la plateforme régionale du SINP, le système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel. Et donc, elle fournit aux usagers du territoire qui travaillent principalement dans l'aménagement du territoire des outils de visualisation, un outil très complet de production de tableaux de bord à toutes les échelles du territoire, bien entendu un catalogue de données. Et on assure la formation des utilisateurs aux différents outils. On propose également beaucoup d'informations sur les standards à utiliser. Voilà, et bien entendu, toute une partie d'accompagnement de notre réseau de producteurs et d'utilisateurs de données, avec notamment une rencontre annuelle. Voilà, je vais passer la parole à Julien. Bonjour à toutes et à tous, Julien Pergaud, donc de Data UBFC. Alors, on vous a présenté précédemment les pôles TEIA et les pôles AERIS, qui sont les gros pôles de données thématiques en atmosphère et sur les surfaces continentales. Tout ça est chapeauté au niveau national par recherchedatagouv.fr qui coordonne en fait les actions d'ouverture de la recherche entre les pôles thématiques et les actions locales. Et donc, à ce titre-là, le Data UBFC a été labellisé par Recherche DataGouv comme atelier de la donnée. C'est en fait un service de proximité pour les chercheurs, pour les accompagner, les former à la gestion de leurs données, à l'ouverture de leurs données dans la recherche. Donc, on est sur tout le territoire de la Franche-Comté, sur 7 établissements, on va dire, universitaires ou d'enseignement supérieur et de recherche. On a un ancrage national parce qu'on participe à tout l'écosystème de recherche datagouv.fr et nos missions, c'est principalement de l'accompagnement, des actions de formation, des actions de sensibilisation et aussi un portail d'exposition des données de la recherche qui est assez unique en France, qu'on avait mis en place avant la création des ateliers de la donnée, qui s'appelle searchdata.ubfc.fr et qui permet de cataloguer aussi une partie des données issues de la recherche académique au sein de la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Alors aujourd'hui, donc, on aura 3 présentations. La première présentation sera faite par Yves Richard, qui est professeur à l'Université de Bourgogne et au laboratoire biogéosciences, au centre de recherche de climatologie, qui portera sur quand les raisons faux réseaux, avec
présentation de Moustar Dijon et du SNO Observille. On aura une deuxième présentation sur les effets refroidissants des parcs en ville selon les conditions météorologiques urbaines par Martial Alphin, ingénieur de recherche au CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Et enfin, on terminera par changement climatique, climat urbain, évaluation des performances environnementales des bâtiments par Nadège Blond, qui est chargée de recherche CNRS au laboratoire LIV de l'Université de Strasbourg. Je donne donc la parole à Yves Richard, qui est à côté de moi. Et je peux reprendre le partage? Oui. Oui, je vais faire ça. Et juste, je vais dire une petite règle. Enfin, si vous avez des questions pendant les présentations, n'hésitez pas à les poser par écrit dans le chat. Comme ça permettra d'organiser les réponses entre les présentations. Voilà. Bonjour, merci pour l'invitation. En une dizaine de minutes, je vais essayer de vous présenter rapidement donc, le réseau Mustard Dijon et puis l'ensemble de réseaux qui est Observille, d'où le nom de cette présentation quand les réseaux font réseau. Alors, une diapo sur laquelle je vais aller très vite, hein, c'est motivation à étudier le climat urbain. L'idée, c'est que le climat urbain, à savoir la différence entre le climat en ville et le climat à la campagne, pendant longtemps, ça a peu intéressé la communauté scientifique ou alors les acteurs sur les territoires. C'est la spécificité du climat urbain, à savoir des températures plus élevées en ville qu'à la campagne, a émergé dans le grand public comme dans la recherche assez récemment en raison du changement climatique et du stress thermique qui est généré lors des canicules qui deviennent de plus en plus fréquentes, longues, etc., etc. Voilà, donc nous, c'est dans cette dynamique que l'on s'inscrit. Et on est une des premières agglomérations de France qui a développé son propre observatoire. Donc aujourd'hui, Dijon, Rennes, Toulouse ont des observatoires assez complets, mais il y a d'autres collectivités, j'en ai mentionné quelques-unes ici, comme Metz, La Rochelle, Nice, pardon, qui sont en train de développer également leur propre observatoire. Mais de manière générale, quand même, sur l'ensemble du territoire, la majorité, l'immense majorité des villes ne disposent pas d'un réseau de mesures météorologiques du type de celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, ce réseau qu'on appelle Mustard Dijon, alors vous voyez en rouge, on a essayé de trouver un acronyme qui parle. Quand on parle de Dijon, eh bien, à l'international, Dijon, c'est la moutarde. Donc voilà, on s'est amusé pour essayer que ça soit un petit peu impactant. Ce réseau, il a été mis en place depuis 2014 et on voit ici son historique qui montre qu'en fait, ce n'est pas un acte de création unique, hein, mais c'est progressivement le déploiement de nouvelles stations, de nouveaux instruments, de nouvelles sondes, le tout avec toute une série de programmes qui ont permis de financer ça. Donc c'est sur le graphique de droite, on voit tous les contributeurs financiers, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est difficile pour moi de dire mais qui a financé ce réseau, combien ça a coûté, qui en est propriétaire, voilà toute une série de questions qui me mettent en difficulté. Hein, c'est vraiment un processus étape par étape et qui s'enrichit sans cesse. Et donc, ce réseau Mustard Dijon, il a intégré le Service national d'observation, donc SNO, Observille, qui a été labellisé par le CNRS depuis 2020 et ce SNO Observille regroupe une série de réseaux, dont Mustard, mais il y en a toute une série d'autres que je vous montrerai très rapidement. Alors, l'idée, c'est que ce réseau il est constitué de stations météorologiques de ce type. Donc là, ce qu'on peut voir sur la gauche, c'est la centrale avec un petit panneau photovoltaïque qui lui permet d'être autonome. Donc, on n'a pas besoin d'alimentation électrique. Et puis, une série de capteurs. Donc là, on a dans un abri une sonde de température et d'humidité relative. On a un anémomètre sonique, c'est le petit truc blanc là, qui est à la verticale le long du poteau. Et puis tout en haut à droite, avec un petit chapeau noir, c'est un pyranomètre qui mesure le rayonnement solaire. Donc finalement, on arrive comme ça, à moindre coût, à avoir une station assez complète.
et qui est autonome, mais il faut qu'elle communique en temps réel. Et là, il y a tout un questionnement aussi pour savoir comment on communique. Alors, est-ce que c'est par réseau, par onde radio, réseau LoRa ou autre système, par Wi-Fi, etc. Nous, le choix qu'on a pris, c'est de communiquer par GSM, donc avec des cartes SIM comme on a sur nos smartphones. Alors, ce réseau Mustard Dijon, aujourd'hui, il couvre l'ensemble du territoire de Dijon Métropole, c'est-à-dire ces 23 communes, mais aussi des communes périphériques. Donc, en voici une petite carte. Les pictos et les couleurs montrent le- la progressivité de l'installation de l'ensemble. Mais aujourd'hui, on est sur un ensemble donc, de 88 stations, dont 25 mesurent également le rayonnement solaire et le vent. Les 88 stations, elles mesurent que la température et l'humidité relative. Alors, à quoi ça sert d'avoir un réseau comme ça? Ben, ça sert par exemple à faire des cartes, parce que les collectivités sont très demandeuses de cartes en disant, mais voilà, l'îlot de chaleur urbain sur notre territoire, euh, est-ce que vous pourrez nous fournir une carte? Donc ça, c'est une première carte qui est fournie. Donc à partir de chaque petite croix qui est une des stations, on procède à une interpolation spatiale qui permet d'avoir de l'information en tout point et de produire une carte de l'îlot de chaleur urbain. Alors sur cette carte, on voit un cœur rouge par rapport à une périphérie qui l'est moins et qui montre bien qu'on a un différentiel de température entre la ville et la campagne. Alors après, ça on le retrouve dans toutes les villes. L'intérêt d'avoir un réseau, ben, c'est de montrer un petit peu la spécificité de cet îlot. Et sur Dijon, ben, par exemple, on a l'impression qu'on a deux cœurs finalement, hein. Voilà, on a deux ventricules avec un axe un petit peu frais qui correspond à, chez nous, la vallée d'une petite rivière qu'on appelle l'Ouche et puis une zone qui est assez végétalisée. Donc, grâce à ce réseau, on peut un petit peu mieux décrire la spécificité du territoire au titre du climat urbain. Alors, j'ai bien dit une carte et je ne dirai jamais la carte parce qu'on peut faire d'autres cartes. Voici une autre manière de faire une carte, toujours à partir des mêmes stations. Et vous voyez qu'entre cette image et cette image, c'est très différent parce que finalement, les outils géostats qui sont mobilisés ne sont pas les mêmes. Donc, passer du point à la surface, c'est toujours un exercice très intéressant, mais périlleux. Et donc, selon ce que l'on met dans le modèle géostatistique, on n'a pas la même information. Mais ce qui est commun entre les deux et ce qui est robuste finalement, c'est qu'il existe bien un différentiel de température entre la ville et la campagne et qu'à Dijon, eh bien, on a un peu deux cœurs chauds qu'on voit encore ici sur cette carte, différemment de la carte précédente, deux cœurs chauds séparés par un axe plutôt de fraîcheur. Bon, voilà le type de produit que l'on peut élaborer. Là, ce que je vous montre, c'est des cartes qui correspondent à quelques nuits de canicule. Là, c'était pour 2018. On a fait la même chose pour toutes les canicules parce que c'est les moments finalement qui intéressent le plus les décideurs, c'est où est-ce qu'il fait trop chaud lorsqu'on a des canicules. Alors, pour arriver à faire ces interpolations, on a besoin de mobiliser plein d'autres couches d'informations que je présente ici rapidement, mais je pense que les présentations seront transmises à tout le monde. Donc, je ne veux pas détailler tout ça, mais si vous êtes passionné par la question, vous aurez le temps de creuser un peu plus la question. Voilà, donc l'idée, c'est qu'on s'inscrit dans une démarche faire. Alors, je dis on s'inscrit dans une démarche parce que pour l'instant, on ne l'est pas encore, c'est-à-dire que les données ne sont pas complètement partagées. C'est un long travail, en fait. D'abord, se mettre d'accord sur les métadatas, ensuite, bon, on avance doucement, mais on est bien dans cette volonté et dans cette dynamique d'avoir des données qu'on puisse trouver, qui sont accessibles, qui sont interopérables, réutilisables, etc. Alors, on l'essaye par plusieurs canaux. Il y a, dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Response, on essaie de travailler avec la métropole et puis avec des acteurs économiques, en particulier des énergéticiens. Donc là, il y a tout un travail de construction d'une base de données accessible à tous avec la métropole. Et on essaie de le faire aussi avec le SNO Observille dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui comporte plusieurs observatoires. Donc ce SNO, il est sur plusieurs thématiques, dont on a parlé tout à l'heure avec Théa aussi, hein, donc télédétection, climat urbain, etc. Voilà les différents réseaux qui font réseau. Donc, certaines agglomérations travaillent à la fois sur des questions d'hydrologie et de climatologie.
Nous, ici à Dijon, on ne travaille que sur l'aspect climat, mais on serait ravis que des collègues s'emparent de la dimension hydro, parce que pour une ville durable, il faut qu'on gère aussi la pluie, les précipitations à la source, et ça fait partie des évolutions à venir. Alors ça, c'est pour mieux présenter un petit peu le FNO Observille, mais je ne veux pas le détailler, hein, c'est pas, mais pour ceux qui veulent plus d'informations, c'est accessible sur le site d'Observille et qui montre un petit peu le fonctionnement de cette structure. Alors pourquoi j'ai cette diapo? J'ai l'impression de l'avoir déjà vue tout à l'heure, donc il doit y avoir une erreur, je vais passer vite. J'ai dû prendre la marche arrière. Voilà, donc le FNO Observille, il fonctionne avec des journées scientifiques. Là, on vient d'avoir des journées scientifiques à Lyon qui étaient passionnantes sur la ville perméable. Bon, ce que je peux dire et redire, c'est que ce réseau Mustard Dijon, eh bien, il se nourrit de tous ses financeurs et de tous ses projets. Donc, c'est en construction permanente et on continue. Vous voyez, en jaune, il y a des choses qui sont en cours, ce qui est en rouge, c'est ce qui est achevé. Donc, on passe notre temps à essayer de toujours trouver des nouveaux financements pour le pérenniser et l'améliorer. Et puis derrière, ben, on fait des productions scientifiques aussi, parce que c'est quand même notre cœur de métier. Donc là, je mets en partage la dernière d'entre elles. Donc c'est un petit cahier PopSu, collection autrement, donc qui est disponible dans les meilleures librairies. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'Observatoire climat urbain et qualité de l'air à Dijon. Et puis, ben ça, c'est par rapport aux données, à l'aspect dont on a parlé un petit peu tout à l'heure avec Data UBRC pour le partage de la donnée. Mais je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long et je suis à votre disposition pour des échanges. Je ne sais pas si vous pouvez voir s'il y a des questions sur le chat, puisque moi, je n'y ai pas accès directement. Là, j'en vois pas obligatoirement. Alors, je ne sais pas si ça va venir. Si les questions viennent peut-être dans la présentation suivante, on pourra toujours y revenir après, mais on laisse une ou 2 minutes voir s'il y a une question. Mais sinon, peut-être qu'elles viendront pendant la présentation suivante et qu'on les prendra à la fin de la deuxième présentation. Du coup, ça va. S'il y a une question. Ah, moi, je ne l'ai pas. Vas-y, alors, parce que Alors, moi, je ne l'ai pas. c'est dans question-réponse. Alors, Oui. est-ce que vous utilisez du CRIGH pour interpoler spatialement vos données? Alors, on a une méthode hybride. La première étape, c'est de faire une régression linéaire multiple avec des covariables, donc l'altitude, mais toute une série de descripteurs du relief, également des descripteurs de l'occupation du sol, le bâtiment, la végétation, etc. Donc avec cette régression linéaire multiple, on arrive à une cartographie de la température. Et ensuite, quand on regarde les résidus, c'est-à-dire la différence entre les mesures et puis ce que le modèle produit, mais on se rend compte qu'il y a une partie du champ qu'on n'a pas bien compris, qu'on n'a pas bien pris en compte. Donc, ce que l'on fait, c'est un crigeage des résidus. Et le crigeage des résidus permet de nous approcher plus de l'observation. Voilà, donc méthode hybride, régression linéaire multiple, suivie d'un crigeage des résidus. Et tu as une autre question, c'est pourquoi ne pas utiliser des données satellites? Alors, les données satellites sont formidables, mais renseignent essentiellement les températures de surface, alors que nos stations mesurent la température de l'air. Or, entre les températures de surface et les températures de l'air, la corrélation n'est pas excellente. La journée, elle est très mauvaise, parce que les températures de surface mettent en valeur finalement les caractéristiques des matériaux. Par exemple, les métaux vont chauffer beaucoup plus que les bétons, qui vont chauffer beaucoup plus que le bois. Voilà, donc la journée, on peut avoir des écarts de 20, 30, 40 degrés quand on voit une thermographie de surface. Donc c'est très intéressant, la thermographie de surface, pour essayer d'identifier les différents matériaux, les types, les revêtements de toit, les revêtements de sol, etc. Mais la corrélation avec la température de l'air, elle est très très faible, parce que dans la journée, la température de l'air, elle est quasi homogène sur l'ensemble du territoire.
L'îlot de chaleur urbain, il se met en place la nuit. C'est des valeurs de quelques 3, 4, 5 degrés d'écart, comme vous avez vu tout à l'heure. C'est bien sûr un petit peu contrôlé par les surfaces, mais il n'y a pas une relation simple entre la surface et l'air, parce que l'air est un fluide. Alors il dépend bien sûr de la température de la surface qui est en dessous, mais il dépend aussi de toute la dynamique atmosphérique. Donc avec la donnée satellite, on n'a pas une carte de la température de l'air, on a une carte de la température de surface qui est quand même très très différente. Une troisième question, quels sont les objectifs du projet avec la métropole de Dijon? Alors depuis le début, on travaille avec la métropole et l'objectif, c'est déjà de caractériser le climat sur Dijon, ville et commune périphérique. L'objectif étant eh bien, de essayer de maîtriser ce différentiel de température entre la ville et la campagne. Donc, avoir un urbanisme durable qui va permettre de ne pas augmenter la température en ville par rapport à la campagne, voire même de créer des îlots de fraîcheur ou alors des trames de fraîcheur. Et donc, toute la réflexion depuis le début, c'est qu'est-ce qui est le plus pertinent? Est-ce qu'il faut faire des axes verts ou des îles vertes, c'est-à-dire des parcs, des squares? Quelle est la taille préférentielle, etc. C'est toutes ces questions qui sont posées pour essayer de voir où désimperméabiliser, comment désimperméabiliser pour avoir un effet maximal sur la température de l'agglomération et également, je dirais, de la température là où vivent les gens, là où sont les gens. Donc, c'est la dimension qui manque un petit peu encore jusqu'à maintenant. C'est que finalement, s'il fait trop chaud là où il n'y a personne, c'est peut-être pas très grave. Ce qui est embêtant, c'est quand il fait trop chaud là où il y a beaucoup de gens qui vivent et en particulier qui dorment, parce que c'est la nuit qu'on souffre beaucoup du stress thermique. Et on a une petite question qui revient sur les données satellites. Donc, les données satellites sont les seules mobilisables pour les territoires non équipés de capteurs. Tu peux dire deux mots. Alors, il n'y a pas que les données satellites, on peut utiliser aussi les produits issus de la modélisation. Il y a eu des projets qui ont été pilotés par des collègues de Toulouse, comme le projet MAPUS, qui mettent à disposition des simulations sur d'autres villes. Donc, la modélisation permet de faire des simulations climatiques sur plein de villes. Avoir un réseau de capteurs, c'est intéressant parce que ça permet de contrôler la qualité de ces simulations, mais on peut travailler sans cela. Et puis une autre approche, c'est avec la géomatique, d'utiliser les local climate zones, qui sont des ambiances climatiques théoriques qui dépendent finalement beaucoup de la forme du bâti, la hauteur du bâti, la compacité du bâti. Donc on a un outil qui est libre aussi d'accès qui s'appelle GeoClimate, qui est développé par les collègues de l'Université de Bretagne Sud à Havane, qui permet de produire ces ambiances climatiques théoriques sur toutes les villes. Et l'idée étant qu'on ne va pas déployer des réseaux de capteurs comme on l'a fait à Dijon, Rennes ou Toulouse dans toutes les villes parce que c'est trop coûteux à installer et c'est trop lourd en maintenance. Donc c'est bien d'en avoir quelques-uns pour valider les sorties de modèles, c'est bien d'en avoir quelques-uns pour confronter avec les ambiances théoriques climatiques que sont les local climate zones, et ce n'est pas nécessaire d'en déployer dans toutes les villes. Merci Yves. Encore une question. Est-ce que vous intervenez lors de l'élaboration des documents officiels, notamment PLU, ce genre de choses, PCAET? Alors, les résultats de nos travaux sont pris en compte dans le plan climat, air, énergie, territoire de Dijon Métropole. Ils sont intégrés. Ils sont intégrés également dans les rapports annuels de développement durable de la collectivité. Ils ne le sont pas encore dans le PLUI, mais ils ont vocation à l'être. Et je pense que dans le prochain PLUI, ils le seront. Ok. Et une dernière question. Pourriez-vous préciser de quelle manière sont installés les capteurs? Y a-t-il des problématiques de propriété? Alors, nous sommes exclusivement dans l'espace public. Il faut avoir un accord avec la collectivité, donc d'où l'importance d'une bonne relation entre l'équipe de recherche et puis la collectivité territoriale, ce qui est le cas à Dijon.
Pour nous, on utilise, il faut un accord avec les opérateurs aussi, les énergéticiens, pour nous, parce qu'on utilise uniquement finalement les candélabres, les poteaux téléphoniques, les poteaux électriques. Voilà, donc euh, les énergéticiens savent que nos instruments sont liés à des programmes de recherche entre la collectivité et l'université, ne paniquent pas quand ils voient une station installée sur leur poteau. Et donc tout ça se passe assez bien. Alors de temps en temps, il y a des petits couacs, c'est-à-dire il faut changer un poteau, puis on se rend compte que les températures qui nous arrivent sont inhabituelles, parce qu'en fait le poteau a été changé, la station a été enlevée, et puis elle est entreposée dans un garage. Mais ce ne sont que des petits couacs temporaires. On arrive toujours à récupérer les stations, à les réinstaller et tout ça se passe bien. Et nos stations sont installées à 3 mètres de haut, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de vandalisme. L'idée, c'est que quelqu'un qui fait la courte échelle à quelqu'un d'autre n'arrive pas à accéder à notre station. Donc à 3 mètres, il faut une échelle. Et bon, finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui se baladent en ville avec des échelles et on n'a pas trop de problèmes de vandalisme. C'est tout bon pour les questions. Eh bien, merci beaucoup pour toutes vos questions et l'intérêt que vous avez porté à ma présentation. On passe à la présentation suivante. Ok. Alors, en parallèle, avant que Martial se lance, on va lancer un petit sondage en ligne pour savoir où vous êtes et qui vous êtes. Voilà, vous pouvez le faire en parallèle ou voilà, avant à la fin du webinaire, à un moment où ça vous intéresse. Voilà, merci. Donc, bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez le... Oui. Alors, j'ai un truc qui s'est affiché. Hop. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui. Ouais, ok. Donc, bonjour, je suis Martial Afflin de l'Institut Pierre-Simon Laplace et donc je vais vous parler donc des effets refroidissants des parcs urbains. Ça vient très bien après la présentation précédente. Des travaux voilà, qu'on a menés avec Simone Kothaus, qui est également en ligne. Et donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on mène ces études? Parce que dans les plans d'adaptation des villes au changement climatique, il y a beaucoup d'actions qui s'appuient sur la végétalisation des espaces urbains pour atténuer la chaleur. Et donc, on souhaite mieux quantifier ces effets d'atténuation de chaleur et notamment la variabilité en fonction des conditions météorologiques et atmosphériques et également en fonction des types d'espaces verts. Donc, je reviens juste sur quelques principes, sur les mécanismes justement qui font évoluer la température. Alors, en environnement urbain, on a voilà, le rayonnement solaire qui est absorbé par les matériaux. Ensuite, cette chaleur, elle est restituée à l'atmosphère, soit via du rayonnement infrarouge, mais également à travers des flux de chaleur sensibles. Et puis, il y a également des sources de chaleur anthropiques. Et à l'inverse, dans l'environnement naturel, que ce soit rural, mais également dans les parcs. Et en fait, il y a une partie de cette énergie absorbée qui est consommée par la végétation via l'évapotranspiration. Euh, En général, l'environnement rural a également une capacité de stockage de la chaleur qui est moindre. Et puis, il y a des effets d'ombrage de la végétation, ce qui fait qu'on va se retrouver avec des conditions la nuit qui vont être assez différentes, et notamment avec des flux de chaleur importants la nuit dans l'environnement urbain et qui va générer donc l'effet d'îlot de chaleur urbain. Donc sur ces deux effets de la végétation, côté évapotranspiration, donc la végétation consomme de l'eau pour son fonctionnement et une partie de l'eau est donc évaporée, ce qui génère un refroidissement de l'air à proximité de la végétation. Et il y a également cet effet d'ombrage qui va réduire fortement le rayonnement qui arrive sur les surfaces sous la végétation. Et donc la nuit, donc, on va avoir un environnement naturel qui a stocké moins de chaleur et qui est capable de se refroidir de manière efficace par rayonnement et refroidir l'air au-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on observe si on regarde donc, des stations météorologiques qui sont installées en environnement urbain, ici à Paris? On a pris une journée voilà, en septembre 2023 qui était une petite canicule de fin d'été
qui s'est produit en France. Et donc, on avait des températures de jour qui atteignaient 35 degrés. Et si on regarde l'évolution de la température, donc en jaune dans le quartier Bâti, place de la Madeleine, versus en bleu le jardin des Champs-Élysées, on voit que rapidement, après, même avant le coucher du soleil, on a une baisse de température qui est beaucoup plus rapide dans l'espace végétalisé du parc urbain. Par contre, si on regarde quelques jours plus tard, où on a des conditions en journée qui sont similaires, on a atteigné 35 degrés dans l'environnement urbain, on a là plus les écarts de nuit qu'on observait quelques jours avant, euh, alors qu'en apparence, on avait des conditions météorologiques assez proches. Donc, comment est-ce qu'on explique cette variabilité? Donc, c'est ça qui a, entre autres, motivé donc, la campagne de mesure qui a démarré en 2022, euh, qui couvre l'ensemble de la région parisienne, donc à travers dans le cadre d'une ANR qui s'appelle Heat and Health in the City, qui est pilotée par le CNRM, et dans le cadre d'un programme voilà, PANAM sur l'étude de l'environnement urbain de multifacette. Donc, on a déployé dans le cadre de cette campagne un réseau de mesures plus dense dans l'environnement urbain pour mesurer la température, l'humidité, le vent, mais également les fluctuations rapides du vent, la turbulence. Donc, à partir d'un réseau de mesures qui est au sol, qui va échantillonner des milieux bâtis et des parcs, mais également, on a beaucoup travaillé sur l'observation du profil vertical au-dessus de la ville. Donc, d'une part, à partir des mini-sondes, qui sont des toutes petites sondes de température, humidité, vent, qui font une dizaine de grammes et qu'on lâche sous ballon, et également à partir de mesures par télédétection. On avait déployé des lidars, des radiomètres en ville et en environnement périurbain. Voilà. Et donc, dans la ville, on a échantillonné des espaces végétalisés de plusieurs tailles. Les deux gros bois, Vincennes et Boulogne, qui font 900 hectares, et puis des parcs de taille plus modeste, une vingtaine d'hectares, et on a également travaillé sur des squares. Donc, si on regarde une période d'une semaine ici, donc c'est juillet, au milieu de juillet 2022, avec un épisode de forte chaleur où les températures diurnes dépassaient sur certains jours 35 degrés. Euh, En rouge, vous voyez l'évolution de la température en milieu bâti, le quartier de l'Opéra à Paris. Et en jaune, les températures dans un parc urbain, le parc Montsouris. Et en vert, la référence rurale, qui est une moyenne en fait de plusieurs stations situées à l'extérieur de Paris, à une quarantaine de kilomètres. En grisé, vous voyez les périodes de nuit. Et donc, en journée, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'îlot de chaleur, la différence de température entre le milieu bâti et puis les milieux végétalisés est relativement faible. Et c'est la nuit qu'il y a cette différence. Donc, vous voyez, la température chute fortement dans l'environnement rural périurbain et également dans les parcs urbains. En dessous, vous voyez, on a montré la série de la différence de température donc en vert entre le bâti et le rural. Donc sur Paris, on a des îlots de chaleur qui dépassent 8 degrés, parfois 9 degrés. Et puis en jaune, la différence entre le bâti et le parc urbain, avec des différences de température donc qui atteignent 4 degrés. Alors, on a le long de cet épisode de forte chaleur, des grandes variabilités dans les différences de température qui sont observées la nuit. Et donc, ce qu'on note sur les 3 journées où les différences de température sont maximales, ça correspond à des nuits de vent très faible. Donc, on a regardé plus précisément qu'est-ce qui se passe justement en termes de vent et de mélange turbulent atmosphérique. Donc, c'est ce que je vous montre ici dans la figure du milieu. On a repris là, non pas une semaine, mais on a pris tous les jours d'été où on a euh, des conditions relativement peu nuageuses. Donc, c'est une soixantaine de jours de juin à août 2022. Vous voyez sur l'axe Y la différence de température entre le milieu bâti et le parc, où
et donc ici, c'est une température moyenne de nuit, où on atteint des écarts, dans certains cas, jusqu'à 4 à 5 degrés de nuit. Et puis sur l'axe des X, la différence de température entre le bâti et la référence rurale, où là, les différences vont jusqu'à 10 degrés. Et donc, et en couleur, c'est l'intensité en fait des mouvements verticaux. Et ça, c'est mesuré par un lidar Doppler qui est installé au centre de Paris et qui fait des mesures de profils verticaux. Et on euh, analyse ces données pour restituer euh, l'intensité de ces mouvements dans la couche limite urbaine. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a trois régimes en fait qui se matérialisent ici. On a un régime stagnant qui est en fait de l'air où il y a très peu de mouvements turbulents et également d'advection. Et donc, c'est dans ces conditions-là que la différence de température entre le bâti et les parcs, d'une part, et entre le bâti et le rural, sont maximum. C'est à ce moment-là qu'il y a des forts gradients de température au sein de la ville entre les espaces bâtis et végétalisés. À l'opposé, on a des régimes très fortement turbulents où le brassage de l'air est tel qu'il n'y a quasiment plus aucun gradient de température à l'intérieur de la ville et même avec l'environnement rural. Et puis le régime intermédiaire où on a toujours des écarts de température entre la ville et le rural. Par contre, à l'intérieur de la ville, les espaces végétalisés, les parcs, eux, montrent moins de gradients. Et donc, on a également étudié comment en fait ces valeurs évoluent en fonction de la taille des parcs. Et donc on a utilisé pour ça donc des données collectées dans le bois, dans les deux bois et également dans les parcs. Et donc ce qu'on voit, c'est que dans des conditions stagnantes, donc de très faible intensité de mouvements verticaux, on a vraiment une forte différence du refroidissement en fonction aussi de la taille des parcs. Donc, on va retrouver en surface, par exemple, dans les bois, à presque 8 degrés de différence par rapport à l'environnement bâti à proximité, contre 4 degrés dans des parcs et plutôt 2 degrés sur des squares. Et cet air frais va être, dans des conditions stagnantes, va se limiter à l'atmosphère qui est juste au-dessus des parcs et ne va pas profiter, en fait, à l'environnement urbain juste à côté. Donc, on va avoir des bulles d'air frais de tailles différentes en fonction des bois. Voilà. Donc, si on regarde maintenant, pour terminer, l'évolution de la température nocturne dans ces trois régimes, on voit en haut, donc on voit c'est une différence de température en fonction du temps. On a mis à zéro la température maximum de jour. Et donc, on voit que dans le régime stagnant, on a dans les parcs et dans l'environnement rural un très fort refroidissant qui se produit très tôt après le coucher du soleil. Alors que dans le régime intermédiaire, on va avoir un refroidissement effectivement dans les zones rurales, mais dans le parc urbain, ce refroidissement va être beaucoup plus ténu par rapport au refroidissement de la zone bâtie. Puis en régime turbulent, c'est l'ensemble de la zone qui se refroidit de manière cohérente. Donc pour conclure, voilà, on a montré donc on a ces régimes stagnants qui ont une caractéristique très particulière, parce que c'est dans ces conditions-là que s'expriment les différences de température entre les milieux bâtis et les milieux végétalisés. Et donc on a une bulle d'air frais qui se forme au-dessus de ces espaces végétalisés. Ces conditions-là se produisent dans des situations assez particulières, mais c'est celle des fortes chaleurs, quand on a une advection d'air chaud, de l'air qui est subsidant, qui descend, et qui crée ces conditions stagnantes. Et dans ces conditions stagnantes, les seuls espaces qui se refroidissent efficacement dans les environnements urbains, c'est les espaces végétalisés. Et donc, il y a un message à faire passer sur le fait que c'est important de donner accès de nuit à ces espaces si on veut apporter des espaces de fraîcheur pour les populations. Voilà. En régime intermédiaire, donc, le refroidissement d'espaces verts est moins fort, mais il se propage à l'environnement bâti environnant. Et puis, il y a également un mélange avec de l'air rural qui vient refroidir un peu la ville. Et dans le régime le plus turbulent, là, c'est vraiment le transport d'air rural vers la ville qui est très important et qui réduit tous les gradients. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et donc,
prendrai volontiers vos questions. Alors, il y a une première question. Est-ce que les écarts de température entre les zones sont constants tout au long de l'année, ou bien cette constatation n'est valable que lors des périodes chaudes? Alors, on a l'îlot de chaleur et les effets de refroidissement euh, de la, euh, des espaces végétalisés par rapport à l'environnement urbain. C'est quelque chose qui s'observe toute l'année. Et donc, quand on fait des différences urbain-rural, ça, on l'observe aussi dans les périodes moins chaudes. Par contre, les conditions euh, peut-être partager l'écran, ça. Hop. D'air stagnant qui génèrent le maximum de différence de température, ça, pour l'instant, c'est des conditions qu'on a observées principalement en été, lorsqu'on a cette advection d'air chaud, cette subsidence. Euh, on n'a pas analysé sur toute l'année, mais voilà, c'est quand même des circulations météorologiques qui se produisent plus l'été. Mais c'est vrai que ce sera intéressant d'aller regarder sur d'autres périodes de l'année aussi. Alors, une deuxième question. Avez-vous publié ces résultats? Je serais Oui, intéressée pour avoir les références. on vient de soumettre un article dans Atmospheric Chemistry and Physics et il devrait paraître en discussion prochainement, parce qu'on a soumis il y a 10 jours, donc c'est très récent. Donc on pourra transmettre le lien dès que l'article apparaît en discussion. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Sinon, on peut passer peut-être à la troisième présentation. Il y a encore une question qui vient de s'apparaître là, sur Ah, est-ce que oui, est-ce que le type de régime dépend et donc quel est l'impact du changement climatique dessus? Euh, c'est vrai que donc on a observé les canicules en fait qu'on observe à nos latitudes euh, sur les dernières vingtaine d'années. En effet, qu'on consistent en grande partie, enfin sont générées en grande partie par cette advection d'air chaud qui remonte voilà, du Sahara et de zones chaudes et qui voilà, génère des conditions de subsidence de grande échelle. C'est vraiment du coup, il y a très peu de mouvements verticaux. Et en effet, euh, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que ces types de situations sont de plus en plus fréquentes, en fait. Euh, et on associe ça, en fait, à la réduction du jet stream, du fait de l'atténuation des gradients de température entre les zones tropicales et les zones polaires. Donc on se retrouve avec une atmosphère qui permet des mouvements nord-sud, euh, voilà, beaucoup plus fréquents que par le passé, où on avait des jet streams plus puissants et donc des systèmes météorologiques plutôt avec des advections euh, zonales plutôt que méridionales. Donc en effet, oui, c'est des situations qui se produisent plus fréquemment avec le changement climatique. alors, est-ce que les causes anthropiques, trafic automobile par exemple, sont pris en compte dans l'analyse? Alors, euh, c'est des sources de chaleur, en effet, euh, en ville. Et donc, quand on a fait également, j'ai pas encore montré parce que c'est en cours d'analyse, des observations, soit à vélo, soit piéton, de la variabilité spatiale de la température autour des parcs. Et en effet, on observe voilà, des effets de- d'évolution de la température associés à des sources de chaleur anthropiques comme les véhicules ou d'autres activités, des commerces et tout ça. Donc, euh, ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte si on veut regarder justement quelle est
l'effet rafraîchissant des parcs sur les environnements bâtis environnants. Donc, parce que les fluctuations de température sont liées à pas mal de sources. Donc, voilà. Comment expliquer que la place de la Madeleine est moins chaude que le Ouais. parc en journée? Effet de masque du Bonne, bâti. bonne question. Oui, il y a un effet de masque. Et donc là, on est en train d'étudier un peu toutes les... Parce que Météo France a installé une trentaine de stations en 2022 dans Paris. Et donc, on est en train d'étudier justement la variabilité des relevés de température observés en fonction des emplacements. Est-ce qu'on est sur des axes est-ouest, nord-sud, des places, tout ça. Donc, il y a un effet d'ombrage, euh, en effet. Et puis, il y a également un effet d'inertie où la température en fait dans les parcs augmente plus rapidement parce que les flux de chaleur se mettent en place tout de suite. Il y a pas d'absorption du rayonnement par les matériaux. Et donc il y a un petit effet d'inertie dans le milieu bâti qui fait que on va se retrouver pour une partie de la journée avec des températures plus basses dans le bâti en termes de température de l'air. Après, en termes de température ressentie, quand on est dans l'environnement urbain, on a également les bâtiments qui rayonnent. Et donc, le ressenti peut être un petit peu en décalage avec la température de l'air aussi. En tout cas, merci pour votre attention et vos questions et pour l'invitation à participer à ce séminaire. Merci Martial. On va passer peut-être à la dernière présentation par Nadège Blond. Nadège, je ne sais pas si... Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui. on entend très bien. Ok. Donc, je vais partager mon écran. Vous m'entendez pas deux fois parce que je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que je suis connectée deux fois. Non, 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 on t'entend qu'une fois. Non? D'accord, très bien. Euh, Donc, vous voyez mon écran. Oui, tu peux passer en mode Je présentation. vais me passer en mode présentation. Parfait, c'est top. Je décale les petites boîtes qui me gênent. Voilà. Et puis voilà. Alors, bonjour. Donc, je suis Nadège Blond, chercheur au CNRS, au laboratoire Imageville en environnement, qui est sur le site de l'Université de Strasbourg. Donc, je vais vous présenter principalement les résultats d'un projet qui est en train de se finaliser. Donc, tout n'est pas encore complètement calé. C'est le projet ADEME-Ambre. Et donc, j'ai intitulé ma présentation Changement climatique, climat urbain et rénovation des bâtiments, puisque c'est le sujet sur lequel on s'est focalisé dans ce projet. Euh, alors, vous connaissez le contexte. Donc, alors attendez, parce que ma petite carte ne se met pas. Attendez, juste 2 minutes, je regarde si je peux pas améliorer. Vous voyez maintenant mon écran ou pas? Non. Ah oui, c'est quand je partage mon écran, en fait, du coup, vous ne voyez pas l'animation. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave, tant pis, on s'en passera. Ah bah si, vous voyez maintenant le film? Oui, ça Non, là. c'est Ok, statique. très bien. Bon, Ah, voilà, là, c'est ça parfait. Oui, oui, marche. c'est Donc, bon. le, Oui, c'est le, bon. le contexte s'inscrit dans les présentations qui ont été faites par Martial et notre collègue de Dijon. Donc, en fait, on a un climat spécifique, le climat urbain, qui se traduit par des températures qui sont plus élevées, mais pas uniquement. On a des vents qui sont plus faibles. En fait, les bâtiments freinent le vent.
Et on a aussi un environnement qui est beaucoup moins végétalisé et donc des humidités plus faibles. Sur la carte, en fait, ce que vous voyez, c'est une simulation du climat urbain où on a indiqué les températures, donc en couleur, hein. Quand c'est bleu, il fait une vingtaine de degrés. Quand ça se met à passer dans le rouge, on dépasse en fait les 35 degrés. Et ce que vous voyez également, c'est les vents. Donc les vents sont beaucoup plus forts à l'extérieur et sur la ville, ils sont beaucoup moins forts et par moments convergents en fait vers l'espace urbain. Euh, L'espace urbain étant plus chaud, en fait, induit une une circulation atmosphérique autour, autour de la ville. Donc on a en fait des remontées des masses d'air plus chaudes qui induisent cette convergence des vents. Le deuxième point, c'est bien évidemment le changement climatique. Donc, on sait que les canicules seront plus fréquentes, avec une durée plus importante et puis une intensité plus forte. Donc, je pense que vous connaissez le graphe de Météo France qui montre en fait effectivement l'intensité des, euh, des vagues de chaleur en fonction des années et de leur sévérité. Donc, ces dernières années, en fait, on voit que cette intensité a fortement augmenté. Et ces vagues de chaleur, eh bien, aggravent en fait les conditions urbaines qui sont déjà plus chaudes, avec des vents plus faibles et des humidités beaucoup plus faibles également. Alors, la question qu'on se pose, nous, qu'on s'est posée, alors on s'est posé les mêmes questions que les collègues par le passé sur la question de la végétalisation. On a fait des scénarios sur l'Eurométropole de Strasbourg, qui est notre site d'études. Et compte tenu en fait des espaces, compte tenu des espaces libres hein, pour pouvoir végétaliser, en fait, on s'est rendu compte que l'effet de la végétalisation pouvait avoir un impact que très modéré sur les températures. Donc, on n'a pas trop poussé sur cette question de la végétalisation, sachant que on peut parler aussi de végétalisation pour le futur que si on est certain d'avoir des apports en eau suffisants qui vont permettre en fait d'avoir les effets qui sont montrés par Martial. Donc, on se concentre plutôt sur la rénovation des bâtiments où on est très très en retard sur les, sur les législations qu'on met en place, hein. On a un sixième des bâtiments seulement qui sont rénovés. Et c'est vraiment un point qui est délicat parce que si on veut protéger les populations les plus vulnérables aux fortes chaleurs, eh bien, il va falloir qu'on s'y intéresse d'art et qu'on augmente ces taux de rénovation des bâtiments, notamment parce que si on ne le fait pas, eh bien, les citoyens vont installer en masse des climatisations qui vont pas forcément aller dans le bon sens de réduire les chaleurs anthropiques, puisqu'on en parlait aussi dans les présentations, dans l'espace urbain. Donc, on va rentrer dans un cercle un peu vicieux. Et les raisons pour lesquelles on s'intéresse aussi à ces rénovations des bâtiments, c'est que souvent on a tendance à rendre les bâtiments beaucoup plus hermétiques. Et ça pose des questions sur la pollution de l'air intérieur, parce que plus on se calfeutre, plus on calfeutre les bâtiments pour éviter d'avoir installé un climatiseur, eh bien en fait, on s'expose à une pollution de l'air qu'on produit à l'intérieur du bâtiment, soit tout simplement par les matériaux, soit par nos activités anthropiques. Donc le projet ADEME Priméqual Andre a eu pour objectif d'aller regarder ces trois problématiques, c'est-à-dire d'aller regarder la rénovation des bâtiments dans un contexte de changement climatique en prenant en considération
les conditions de climat urbain pour les bâtiments qui sont environnés d'autres bâtiments, et puis la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, le changement climatique n'est pas vraiment considéré pour aller évaluer les stratégies de rénovation des bâtiments. Le climat urbain, très peu non plus. Et puis la qualité de l'air antérieur, elle est à peine discutée. Donc, dans ce projet, on a en fait combiné des différentes expertises. Donc, on a Octopus Lab, qui est une start-up qui a été créée assez récemment, en 2017, qui travaille sur la modélisation des performances environnementales des bâtiments en tenant compte euh, des performances énergétiques et de la qualité de l'air intérieur. Dans le cadre de ce projet, on a souhaité, en tant qu'équipe de recherche, apporter nos connaissances sur le changement climatique et le climat urbain pour pouvoir fournir des données au système d'Octopus Lab pour pouvoir étudier en fait différentes configurations de rénovation des bâtiments. Alors, l'approche c'est faite en trois grandes parties. Si vous voulez, on a étudié différents types de bâtiments qui sont représentés dans la boîte verte, donc des maisons de bourg, des maisons périurbaines ou des pavillons individuels, qui, pour différents types d'années, donc en fait d'utilisation de matériel aussi, soit maison de bourg, c'est plutôt de la pierre, maison périurbaine, c'est plutôt du béton, ou de la brique, pardon, et puis le pavillon individuel, c'est plutôt du béton avec évidemment des vitrages aussi qui sont plutôt simples vitrages pour les maisons les plus anciennes jusqu'à double vitrage dans les maisons les plus récentes. Bon, je ne vous fais pas toute la série de ces types de bâtiments, hein. Évidemment, les toitures changent, les isolations intérieures, extérieures changent également. Et ce qu'on a souhaité regarder, c'est différents types de bâtiments, mais en différentes positions aussi de la ville. Donc la ville et surtout les petites villes sont très variées dans leur type de bâti. Et donc on a regardé en fait le fonctionnement de ces bâtiments, soit dans des espaces plus ruraux, soit des espaces périurbains, soit des espaces urbains. Donc pour ça, on a en fait simulé le climat urbain, hein, comme je vous l'ai montré dans la première carte, en considérant, comme l'a expliqué très bien donc, mince, j'ai oublié son nom, notre collègue de Dijon, en utilisant en fait une description de l'occupation du sol, donc décrite en différents types de couverts, donc c'est ce qu'on appelle les loci climate zones, donc qui sont soit représentatives d'environnements très bâtis, denses, jusqu'à du peu dense avec de la végétation, voire pas de bâti du tout. Et puis, on a regardé aussi différentes conditions climatiques qui sont soit les conditions actuelles représentatives dans trois différents types de saisons, donc soit un mois d'août, donc on a pris le mois d'août 2001 comme climat actuel, soit janvier 2001 pour un hiver normal, soit une condition de canicule comme celle qu'on a connue en 2003, qui est censée être aussi un été tout à fait classique pour, pour bientôt. Donc, je vous présente ici les résultats. Donc, c'est un tableau, c'est pas forcément très sexy. Simplement, c'est pour vous montrer les effets de différentes composantes, donc soit sur les températures extérieures, soit sur les températures intérieures de différents bâtiments. Donc en température extérieure, c'est la première ligne. Donc ce que vous voyez, ce que vous voyez, c'est que les effets urbains, ils rajoutent entre 1,7 à 3 degrés par rapport à ce qu'on peut noter dans l'espace rural. Les canicules,
actuels, hein, donc les effets actuels des canicules, c'est entre plus 4 degrés et le changement climatique. Donc là, on a pris la situation la plus la plus grave, on va dire. Donc, ça rajouterait encore plus 4 degrés. Donc, si on cumule les effets urbains, les effets des canicules et l'effet du changement climatique, eh bien, on pourrait s'attendre à des températures de plus 8 à plus 11 degrés dans l'Eurométropole, l'Eurométropole de Strasbourg. Alors, en fonction des différentes constructions, en fait, on note des températures à l'intérieur des bâtiments et vous voyez qu'on a une, une large variation des températures qu'on a pu noter en fonction des types de bâtiments considérés. Je ne vais pas vous détailler tous les résultats. Simplement, ce qu'on a noté, c'est que les maisons périurbaines, plutôt avec des briques, en fait, et une isolation plutôt d'intérieur, eh bien, on a des augmentations de température qui sont plus importantes que des maisons de bourg plutôt en pierre, donc facilement de 2 à 3 degrés de plus. Par contre, effectivement, sur les pavillons les plus récents, on peut avoir des températures intérieures qui sont plus importantes que même les autres bâtiments, tout simplement parce que l'isolation du sol, alors c'est ce qu'on a noté, l'isolation du sol peut permettre de réduire les besoins d'énergie en hiver, mais peuvent réduire les conditions de rafraîchissement en été. Donc ça, c'est un résultat qui nous a relativement surpris et auquel il va falloir porter notre attention dans le détail. Donc, un autre résultat, c'est en fait l'effet du vent. Alors, là, je vous présente en fait une variation de température sur un bâtiment euh, qui est un pavillon de 2005, qui se situe soit dans un milieu rural, en vert, soit dans le milieu urbain. Et comme vous voyez, en fait, on a quelques différences de degrés. C'est que ça reprend un peu le travail de Martial. Simplement, ce qu'on a ajouté, c'est une courbe en jaune qui reprenait simplement un bâtiment dans l'espace rural. Donc, on imaginait un espace rural, un bâtiment dans l'espace rural, un pavillon 2005. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a simplement appliqué un vent de l'espace urbain. Et en fait, ce qu'on a noté, c'est que c'est bien en fait la réduction du vent qui fait qu'on a un effet très important sur les températures intérieures dans un bâtiment, un pavillon individuel. Donc, là, par ce biais-là, si vous voulez, c'est le moyen qu'on a trouvé le plus marquant pour vous démontrer que de considérer les conditions spécifiques dans l'urbain peut quand même changer notablement le comportement, les performances simulées d'un bâtiment entre l'urbain et le rural. Or, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est en général considérer les performances environnementales d'un bâtiment sans considérer qu'il est environné dans l'espace urbain. On considère, en fait, on étudie un bâtiment en utilisant finalement les données météorologiques à l'aéroport de la ville la plus proche. Donc, on a fait des scénarios de rénovation. Bon, là, c'est un scénario où on a vraiment fait de ce qu'on pouvait de mieux en termes de rénovation. Et ce que je veux juste vous montrer, c'est que c'est les résultats qu'on a montrés en fonction de différents paramètres. Donc, la qualité de l'air intérieur, donc soit sur l'indicateur de particules, qui est plutôt un traceur de pollution de l'air en fait extérieur, mais qui peut s'infiltrer à l'intérieur d'un bâtiment, soit en termes d'un polluant qui est le formaldéhyde, qui est un polluant trace de l'intérieur, et puis deux autres indicateurs, qui est l'inconfort thermique plutôt en été et le besoin de chauffage en hiver.
Alors, ce que vous voyez là, c'est en fait le résultat d'une simulation pour différents types de bâtiments sans rénovation, donc à gauche, et en appliquant une rénovation. Ce qu'on voit, c'est qu'on arrive, quel que soit le type de maison, à obtenir des performances quasiment, on va dire, équivalentes. Simplement, il y a deux, trois points qu'il faut noter. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en termes de particules extérieures qui peuvent s'infiltrer dans le bâtiment, évidemment, si on commence à isoler le bâtiment, on peut fortement réduire les particules à l'intérieur du bâtiment. En revanche, ce qu'on voit sur le formaldéhyde, c'est que isoler le bâtiment, eh bien, va avoir tendance, sur certains scénarios, à augmenter en fait les concentrations de formaldéhyde. Et ce qu'on voit sur les autres indicateurs, et notamment sur le confort thermique, c'est que pour certains bâtiments, et en particulier les bâtiments les plus récents, eh bien, on peut perdre en performance l'été alors qu'on gagne en performance l'hiver. Donc voilà, donc en conclusion, on a on souhaiterait vous alerter sur le fait qu'effectivement, définir des stratégies de rénovation des bâtiments nécessite de prendre en considération en fait les effets du changement climatique, les effets du climat urbain et notamment de faire très attention au profil de vent. Ce qu'il faut donc noter, c'est vraiment que les vents sont fortement réduits dans l'espace urbain, que la rénovation des bâtiments, il va falloir s'y intéresser, notamment quant à l'isolation du sol, qui montre qu'on peut perdre en performance euh, et en fait dégrader l'inconfort thermique l'été si on isole trop un sol. Alors ça, c'est quand même un résultat que j'ai pas encore vu jusqu'à maintenant. Et puis, ce qu'on voulait aussi appuyer, c'est qu'effectivement, alors je vous en ai pas parlé, j'aurais certainement dû parce que ça se serait bien intégré vis-à-vis des autres présentations, mais la ventilation la nuit des bâtiments doit être vraiment réfléchie, notamment puisque vous avez vu que Martial vous a montré que les effets de la végétation peuvent être les plus forts la nuit. Donc, en l'espace urbain, même en rural, l'intérêt, c'est de ventiler la nuit. Et c'est très important aussi pour la qualité de l'air intérieur, parce que si effectivement on se calfeutre à l'intérieur des bâtiments l'été, eh bien il faut penser à bien ventiler son bâtiment la nuit. Alors, je vous montre des photos de notre nouveau projet. Donc, on va appliquer la méthodologie qu'on a développée sur des écoles qui nous posent vraiment souci parce qu'un certain nombre d'écoles ont été rénovées dans les années 80 ou construites dans les années 80 avec des méthodes de construction qui maintenant sont catastrophiques en termes de vulnérabilité pour les enfants l'été. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un bâtiment qui montre en fait toute une surface là, bien vitrée, qui se trouve être en plein cagnard. Bon, là, j'ai pris une photo plutôt prise d'hiver, mais en fait, ils sont en plein cagnard toute la journée. Et les structures peuvent atteindre des températures de plus de 70 degrés. Donc, c'est insupportable en fait dans la classe. Donc, on est en train de regarder ça. Et un des gros problèmes qu'on a noté, c'est que les professeurs bon, voilà, qui se plaignent de ces fortes températures auxquelles ils sont soumis dès l'été, peuvent pas ouvrir les fenêtres. Donc là, on a un problème parce que pour des histoires de sécurité, en fait, ils sont limités dans l'ouverture des fenêtres dans la nuit. Et donc, il faudrait prévoir en fait une vraie campagne finalement d'aération des bâtiments, des bâtiments la nuit, en particulier pendant les périodes caniculaires. Donc voilà, j'ai l'impression que j'ai été un peu longue, excusez-moi.
Alors, je ne sais pas si quelque part tu as un petit peu répondu, mais peut-être que tu peux compléter ta réponse à une question dans le chat qui est quelles sont les solutions de rénovation du bâtiment les plus efficaces? Je pense que tu as un peu répondu, mais peut-être que tu as peut-être des choses à rajouter. Alors, donc en fait, là, nous, ce qu'on a testé, hein, donc c'est plutôt une méthodologie, on va dire qu'on n'a pas forcément toutes les réponses encore à nos questions. On a surtout mis en place une chaîne de modélisation pour nous permettre de faire des scénarios. Donc les scénarios, là, sont vraiment des scénarios très préliminaires. Mais en somme, les scénarios qu'on a testés pour l'instant, c'est une isolation extérieure, donc avec une bonne épaisseur d'isolant. On a aussi prévu une isolation. Alors bon, ce qu'on avait vu, c'est qu'effectivement, comme on jouait sur les besoins en énergie l'hiver et les besoins de l'été, on avait aussi bien isolé le sol avec des techniques de, de faux, enfin de polystyrène, en fait. Je ne sais pas si je l'ai décrit juste avant. Alors attendez, je vais peut-être remettre ici de polystyrène en fait expansé juste sous une dalle en béton. Donc ça, c'est par exemple le scénario le plus costaud qu'on ait pu faire. Euh, Évidemment, euh, de la fibre de bois en toiture avec effectivement une bonne épaisseur aussi, et puis une isolation en faux plafond, bien qu'on sait que c'est une technique qui coûte assez cher et qui engendre en fait une perte d'espace. Donc, pour l'instant, on va dire que voilà, on n'a pas encore vraiment réfléchi à tous les scénarios de rénovation, mais on a préparé en fait le travail pour pouvoir tester différentes options. Donc là, c'est un scénario vraiment très préliminaire, mais qui est aussi ce qui est aujourd'hui envisagé par les, comment, les, la législation en cours de performance énergétique, mais qui n'est pas forcément réfléchie pour l'été. Donc c'est vraiment maintenant notre objectif, c'est vraiment d'essayer de regarder quelles solutions on pourrait trouver pour pouvoir se passer d'isolation du sol pour permettre en fait un rafraîchissement l'été. Je vois pas d'autres questions, mais alors peut-être qu'il y en a, mais qu'elles sont plus bas. Non, je vois pas d'autres questions. Hmm. En même temps, il est midi 2. On avait dit qu'on s'arrêtait à midi. Euh, bah, voilà. Je vois pas d'autres questions, donc je ne sais pas si quelqu'un veut faire un mot de la fin. Je voulais bien dire un petit mot parce que Avec j'ai vu que plaisir. dans l'assistance, il y avait pas mal de collègues qui travaillent dans des agences d'urbanisme. J'ai vu également dans la présentation de Nadège qu'il était question des local climate zones et de geoclimate dont je touchais un petit mot. Tout ça pour dire que dans le projet Pandora 2, qui est piloté par Julia Hidalgo de Toulouse, il est prévu une formation avec la FNO, la Fédération nationale des agences d'urbanisme, une formation à l'outil Geoclimate, de manière à ce que les collègues qui travaillent dans des agences d'urbanisme puissent utiliser cet outil, les bases de données publiques que sont BD Topo, par exemple, pour arriver à élaborer des local climate zones sur leur ville d'intérêt. Et on a des dates pour ces. Enfin, si les gens sont intéressés par ces formations. Ah, ben, il y a des gens qui témoignent avoir été formés. C'est bien. Ah, je ne sais pas s'il y a des dates demandées, Isabelle. Non.
Non, Je ne sais pas. regardez Je ne sur sais le pas. site. Bon, mais au moins, ça existe. Oui. Bon. On va Oui. clore. Tu veux que Oui. je Allez. dise le mot? Ben, en tout cas, merci à toutes et tous pour ce second séminaire qui a été une belle réussite aussi. Et puis, on vous tiendra bien évidemment informé de la troisième thématique qui se tiendra probablement plutôt au courant de l'automne sur un webinaire, voilà, organisé encore par la l'ART. On vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que tout le monde a répondu au petit questionnaire. Je ne sais pas Oui, si Isabelle, ouais, super. Bon, ben, 100%. parfait. Donc, merci à Merci, tous. merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci Au à vous. revoir. Bonne journée. Merci.